Mon épouse et sa famille m'ont obligé à utiliser la porte de derrière pour le réveillon, ils ont dit, les invités passent par devant. J'ai mangé seul dans la cuisine. Je n'ai rien dit. Puis leur invité le plus riche est entré, m'a regardé et a dit, content de te voir, patron. Plus de porte de derrière. C'est ma maison. Cela s'est passé au dernier réveillon et je suis toujours en train de digérer tout ce qui s'est passé. Juste un avertissement, cela devient assez intense et implique un drame familial sérieux qui a complètement détruit des relations. Mais parfois, les gens ont besoin d'apprendre que traiter les autres comme des ordures a des conséquences. Je suis marié à Sophie depuis 4 ans maintenant. Sa famille, les Lamotte, sont ceux que l'on pourrait appeler des types de la vieille fortune. Du moins, c'est ainsi qu'ils se présentent. Ils vivent dans cette immense maison bourgeoise avec des haies parfaitement taillées, des chemins de gravier et suffisamment de lustre en cristal pour éclairer une petite ville. Tout dans leur style de vie crie la richesse et le raffinement, de la façon dont ils organisent leurs dîners aux discussions sur leurs voyages annuels à Saint-Tropez. Le problème est que je viens d'un monde complètement différent. Mon père a travaillé dans le bâtiment toute sa vie. Ma mère faisait le ménage dans des bureaux la nuit pour joindre les deux bouts. Je me suis payé mes études universitaires en faisant du travail manuel et j'ai progressivement gravi les échelons dans l'immobilier commercial. Ce n'est pas un travail glamour, mais c'est un travail honnête qui m'a appris la valeur de chaque euro et de chaque transaction. Dès le premier jour, les Lamotte m'ont fait comprendre très clairement que je n'étais pas de leur monde. Cela a commencé doucement et de petits commentaires sur mes humbles débuts ou des blagues sur le fait que Sophie avait fait une mésalliance sociale. Ils me demandaient quand j'allais trouver un vrai travail dans la finance ou le droit, rejetant complètement le fait que je réussissais très bien dans la gestion immobilière. Mais la véritable humiliation est venue lors des réunions de famille. Chaque fête, anniversaire ou barbecue familial suivait la même routine dégradante. Je m'arrêtais dans leur allée circulaire avec mon utilitaire, portant généralement une bouteille de vin ou de cognac cher en guise d'offrande de paix. Je marchais jusqu'à l'entrée principale comme n'importe quel invité normal, seulement pour que Sophie vienne à ma rencontre à la porte avec ce regard d'excuse dans les yeux. Entrée de la cuisine aujourd'hui, chuchotait-elle, jetant un coup d'œil derrière elle pour s'assurer que ses parents ne regardaient pas. Tu as travaillé toute la journée et les invités utilisent la porte d'entrée. Tu comprends, n'est-ce pas? Et comme un idiot, j'acquiesçais et faisais le tour de leur maison, dépassant leur jardin manucuré et leurs éléments en pierre importés pour entrer par la porte de service, comme si je livrais des provisions. Une fois à l'intérieur, je me retrouvais relégué à la cuisine pendant que tout le monde se mêlait dans leur salon formel. Je m'asseyais sur un tabouret de bar à leur îlot en granit, mangeant dans des assiettes en carton pendant qu'ils dînaient dans de la porcelaine fine sous des lustres anciens. Le personnel de traiteur s'agitait autour de moi, et j'entendais les proches de Sophie faire des blagues sur le mari de col bleu qui avait eu la chance d'épouser leur famille. Le père de Sophie, Henri, maîtrisait à la perfection cet art de me rabaisser sans être techniquement impoli. Il me tapotait l'épaule et disait des choses comme « Continue à travailler dur, mon grand ». Ou demandait si j'avais besoin d'aide pour comprendre les discussions boursières qui se déroulaient dans la pièce voisine. La mère de Sophie, Isabelle, était encore pire. Elle souriait gentiment et suggérait que je serais peut-être plus à l'aise à regarder le match de football dans la salle de détente plutôt qu'à me joindre à leur conversation d'adultes sur la politique et les affaires. Le pire n'était même pas leur condescendance. C'était la façon dont Sophie laissait faire. Elle haussait les épaules en disant « Ils sont comme ça » ou « Ne les laisse pas t'atteindre ». Jamais elle ne m'a défendu ou n'a demandé pourquoi son mari devait se faufiler par la porte de derrière lors des réunions de famille. J'ai commencé à me demander si elle n'était pas embarrassée par moi aussi. Mais voici ce qu'aucun d'eux ne savait, ce qu'ils n'ont jamais pris la peine de demander pendant toutes ces années où ils me traitaient de chanceux col bleu qui s'était marié au-dessus de sa station. Je possède leur maison et environ 40 autres propriétés à travers la région. Voyez-vous, pendant qu'ils étaient occupés à jouer les aristocrates et à mépriser mon simple travail immobilier, je construisais tranquillement l'un des empires de propriété commerciale les plus prospères de la région. Mon entreprise, Immo Prestige, gère tout, des complexes de bureaux du centre-ville aux immeubles d'appartements de luxe. J'ai des contrats avec la mairie, des relations avec de grands promoteurs, et un portefeuille valant plus d'argent que toute leur famille élargie ne pourrait jamais rêver. Ce magnifique manoir bourgeois dont ils sont si fiers? Je l'ai acheté à la banque il y a 3 ans lorsqu'ils avaient 6 mois de retard sur leurs paiements hypothécaires. Henri avait fait des investissements spectaculairement mauvais et il faisait face à une saisie. La banque était prête à le mettre aux enchères lorsque je suis intervenu et l'ai acheté directement.
Je les ai laissés rester en tant que locataires, payant un loyer inférieur au marché, parce que Sophie m'a supplié de sauver sa maison d'enfance. Ils n'avaient aucune idée que leur propriétaire était le même homme qu'ils obligeaient à manger le dîner de réveillon dans la cuisine. Ainsi, le réveillon dernier arrive et je passe par la même routine humiliante que j'ai endurée pendant des années. Je me présente avec une bouteille de cognac vieilli, quelque chose qui coûte plus que ce que la plupart des gens dépensent en épicerie en un mois. Sophie me rencontre à la porte d'entrée vêtue de cette robe de couleur crème qui correspond au goût de sa mère pour les tissus neutres et chers. Les invités utilisent l'entrée principale, dit-elle sans même me regarder dans les yeux. Tu as travaillé toute la journée. Tu comprends la situation, n'est-ce pas? J'ai senti ce nœud familier dans mon estomac, ce mélange de colère et de résignation que j'avais appris à avaler. Mais j'ai acquiescé comme toujours et lui ai tendu le cognac, nos doigts se frôlant juste un instant avant qu'elle ne se détourne. J'ai contourné la maison jusqu'à l'entrée de la cuisine, mes bottes crissant sur l'allée de gravier qu'ils avaient fait installer par des professionnels l'été dernier. L'ironie ne m'a pas échappé que j'avais techniquement payé cette allée par le biais des dépenses d'entretien de la propriété. Je suis passé devant leur jardin nouvellement aménagé, leurs meubles de jardin importés, toutes les petites touches qu'ils utilisaient pour démontrer leur goût raffiné aux voisins. La cuisine était déjà en pleine effervescence lorsque je suis entré. Des traiteurs professionnels en uniforme noir arrangeaient des plateaux d'amuse-gueule pendant que la dinde massive rôtissait dans leur four de qualité commerciale. J'ai pris ma place habituelle à l'îlot de cuisine, déboutonné ma chemise de flanelle au col et me suis versé un verre de la bouteille que j'avais apportée. Les sons du dîner flottaient depuis la salle à manger formelle, des rires polis, le tintement des verres à vin en cristal, des conversations sur les maisons de vacances et les coûts de scolarité des écoles privées. J'entendais Henri raconter une histoire sur son jeu de golf pendant qu'Isabelle discutait du gala de charité qu'elle organisait. Aucun d'eux n'a reconnu ma présence, même si plusieurs de leurs invités sont passés par la cuisine et m'ont vu assis là comme faisant partie du personnel engagé. Isabelle est entrée dans la cuisine vêtue de perles qui coûtaient probablement plus cher que mon utilitaire. Elle s'est arrêtée lorsqu'elle m'a vu perché sur le tabouret de bar, ses sourcils se levant légèrement tandis qu'elle lissait son cardigan en cachemire. « Oh » dit-elle avec ce faux sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Je n'avais pas réalisé que tu avais choisi la tâche de la cuisine ce soir » dit-elle en faisant un geste vers la salle à manger où je pouvais voir leurs invités assis autour de la table en acajou sous des lustres étincelants. La table était dressée pour 12 personnes avec des serviettes de soie pliées en forme complexe et suffisamment d'argenterie pour approvisionner un restaurant. « Nous avons beaucoup de place à table » a-t-elle continué, bien que son ton suggérait le contraire. J'ai gardé mon expression neutre et j'ai pris une autre gorgée de cognac. « Je m'assure juste que tout se passe bien » ai-je répondu, ma voix aussi calme que possible. J'avais appris au fil des ans que montrer de l'émotion ne faisait que leur donner plus de munitions à utiliser contre moi. Le sourire d'Isabelle se crispa. « Eh bien, François s'occupera du service, » dit-elle, utilisant le nom par lequel Henri m'appelait toujours lorsqu'il pensait que personne d'important n'écoutait. Puis elle s'éloigna en cliquant sur ses talons de créateur, me laissant seul avec mes pensées et le personnel de traiteur, qui, au moins, me traitait comme un être humain. J'étais assis là, grignotant un sandwich à la dinde qu'un des traiteurs avait préparé, observant mon reflet dans le dosseret en acier inoxydable. Yeux sombres, mâchoire forte, le visage d'un homme qui avait construit tout ce qu'il possédait à partir de rien. Il voyait un mari de la classe ouvrière qui avait eu de la chance. Je voyais quelqu'un qui avait gagné chaque once de respect qu'il méritait, même si ces gens étaient trop aveugles pour le lui accorder. La salle à manger continuait sa symphonie de politesse forcée pendant que je mangeais mon sandwich dans la cuisine comme un domestique. Je pouvais les entendre discuter de sujets non essentiels, la météo, les commérages de quartier, les plaintes concernant les nouvelles politiques de leur club de golf. Ils riaient de blagues d'initiés et partageaient des histoires sur des gens que je n'aurais jamais été invité à rencontrer. Pendant des années, je les avais écoutés rejeter mon travail comme « jouer avec des bâtiments » alors qu'ils héritaient de leur richesse et appelaient cela du succès. C'est à ce moment-là que tout a changé. J'étais à la moitié de mon sandwich sec lorsque la porte d'entrée s'est ouverte avec le genre d'autorité qui fait que tout le monde arrête de parler. Une voix grave et impérieuse a retenti dans la maison. J'espère que c'est la fameuse farce d'Isabelle que je sens, car j'ai conduit 2 heures pour ce repas. Je n'ai même pas eu besoin de lever les yeux pour savoir qui c'était, Monsieur Dubois, l'un des promoteurs commerciaux les plus puissants de la région et mon plus gros client. Sa voix portait le poids de quelqu'un qui avait conclu des affaires de centaines de millions d'euros et avait les maires de la ville en numérotation abrégée. Qu'est-ce qu'il faisait là?
Monsieur Dubois est entré dans la cuisine comme s'il possédait chaque pièce où il mettait les pieds, ses cheveux argentés parfaitement coiffés et son costume bleu marine taillé à la perfection. Il avait cette présence qui exigeait l'attention de quiconque ayant un demi-cerveau, le genre d'autorité naturelle qui vient d'années de prise de décision qui affecte des pâtés de maisons entiers. Il m'a repéré à l'îlot de cuisine et son visage s'est illuminé d'une chaleur sincère. « Eh, patron » a-t-il dit assez fort pour que toute la maison entende. Le mot « patron » a fait écho dans la cuisine et dans la salle à manger comme un coup de tonnerre. L'effet a été immédiat et dévastateur. La maison entière est devenue silencieuse. Plus de bavardage poli, plus de tintements de verre. Même le four a semblé cesser de bourdonner. Je pouvais voir Sophie dans l'encadrement de la porte, son verre de vin tremblant dans sa main, son visage vidé de toute couleur. Derrière elle, Henri était figé, sa serviette toujours serrée dans son poing, sa bouche ouverte comme celle d'un poisson. Je me suis levé lentement et j'ai tendu la main à Monsieur Dubois, gardant ma voix calme et professionnelle. « Content de vous voir, Monsieur Dubois. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici ce soir. » Son sourire s'est élargi alors qu'il me serrait la main dans les siennes, me donnant cette tape sur l'épaule réservée aux gens qu'il respectait vraiment. « Je ne manquerai le réveillon d'Isabelle pour rien au monde, » a-t-il dit, complètement inconscient de la tension qui remplissait la pièce. « Écoutez, je ne vous remercierai jamais assez pour ce projet de Lille. Imo Prestige a rendu toute l'affaire possible. » Je pouvais sentir tous les yeux de la maison se tourner vers nous. La sœur de Sophie était apparue dans l'encadrement de la porte de la cuisine, son verre de vin gelé à mi-chemin de ses lèvres. Oncle Paul, qui m'avait jadis traité de simple gars ayant eu de la chance avec Sophie, se tenait là, l'air d'avoir vu un fantôme. Monsieur Dubois continuait de parler, sa voix portant facilement dans la salle à manger où tout le monde s'efforçait maintenant d'entendre chaque mot. La commission d'urbanisme me donnait du fil à retordre avec ses dérogations de zonage, mais vos relations ont tout arrangé. Et ne me parlez pas du processus de permis. Ce qui aurait dû prendre 6 mois, vous l'avez fait en 3 semaines. Il s'est appuyé contre le comptoir de la cuisine, complètement à l'aise et ignorant qu'il faisait exploser des bombes à chaque phrase. J'ai dit à tout le monde dans l'industrie, si vous voulez que l'immobilier soit bien fait dans cette région, vous appelez Imo Prestige. Ce type connaît chaque commissaire, chaque inspecteur, chaque échappatoire légal qui vaut la peine d'être connu. Le silence dans cette cuisine était si complet que j'entendais la vieille horloge tic-taquer dans le couloir. Isabelle serrait le dossier d'une chaise de salle à manger si fort que ses jointures sont devenues blanches. Henri a émis ce son de rire étranglé qui est mort dans sa gorge avant de devenir un vrai rire. Monsieur Dubois s'est tourné vers Henri avec une expression perplexe. « Je n'avais pas réalisé que la maison était si calme ce soir, » a-t-il dit, désignant les visages stupéfaits. « Habituellement, vous êtes plutôt animé pendant les fêtes. » La voix d'Henri se brisa lorsqu'il réussit finalement à parler. Nous n'avions pas réalisé que vous deux étiez si bien connus. Les sourcils de Monsieur Dubois se sont levés d'amusement. Connu ? Diable, je n'aurais pas conclu la moitié de mes affaires cette année sans l'appui d'Imo Prestige. Votre gendre ici dirige l'une des sociétés de gestion immobilière les plus prospères de la région. Je lui confie des affaires qui valent des dizaines de millions d'euros. Le mot « euro » planait dans l'air comme une présence physique. J'ai observé la façon dont la réalité de ce que disait Monsieur Dubois s'enfonçait dans chaque visage autour de moi. Ces gens qui avaient passé des années à me traiter de col bleu, qui m'avaient fait manger dans la cuisine pendant qu'ils trinquaient dans la salle à manger, réalisaient lentement qu'ils s'étaient complètement trompés sur qui j'étais. En fait, a continué Monsieur Dubois, se tournant vers moi avec ce ton conspirateur que les hommes d'affaires prospères utilisent lorsqu'ils parlent boutique. J'ai quelques nouveaux projets qui pourraient vous intéresser. Ce développement riverain dont nous avons discuté, les investisseurs sont prêts à aller de l'avant, mais ils veulent qu'Imo Prestige gère le côté gestion immobilière. Il a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler ce que je présumais être des détails de projet. Nous parlons d'un complexe de luxe de 50 unités plus un espace de vente au détail au rez-de-chaussée, le genre de projet qui pourrait définir le centre-ville d'une ville pour les 20 prochaines années. J'ai acquiescé professionnellement, conscient que tout le monde était suspendu à notre conversation comme si c'était un feuilleton. Envoyez-moi les détails et j'examinerai les chiffres, ai-je dit, gardant ma voix égale malgré la satisfaction qui me brûlait la poitrine. Monsieur Dubois m'a tapé dans le dos une dernière fois. Vous êtes la raison pour laquelle je reste en avance sur le calendrier et en dessous du budget sur ces constructions. Même mes concurrents me demandent qui gère mes propriétés. Je leur dis clairement, si vous voulez le meilleur dans le secteur,
vous appelez Imo Prestige. Sophie a finalement trouvé sa voix, bien qu'elle ne soit sortie que comme un murmure. Tu possèdes une entreprise. J'ai rencontré ses yeux pour la première fois ce soir-là et j'ai laissé le silence s'étirer entre nous. Plusieurs, ai-je dit calmement. Le verre de vin d'Isabelle a glissé de ses doigts et s'est brisé sur le sol de la cuisine, le vin rouge se répandant sur le carrelage blanc comme du sang. Elle a fixé le désordre un instant, puis m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, quelque chose entre le choc et la peur. Monsieur Dubois a semblé finalement saisir la tension dans la pièce. Écoutez, je devrais probablement retourner vers ma famille, a-t-il dit, bien qu'il soit clairement curieux de ce dans quoi il était tombé. Mais sérieusement, merci encore pour tout cette année. Imo Prestige a changé la donne pour mon entreprise. Après le départ de Monsieur Dubois, la cuisine est restée figée dans un silence stupéfait. Henri était toujours debout dans l'encadrement de la porte, son visage ciclant par différentes nuances de pâleur. La mère de Sophie avait commencé à nettoyer le verre de vin brisé avec des mains tremblantes, ses perles cliquetant les unes contre les autres à chaque mouvement nerveux. Je pouvais entendre des chuchotements commencer dans la salle à manger, fragments de conversation alors que leurs invités essayaient de digérer ce qu'ils venaient de voir. Quelqu'un a mentionné le nom de mon entreprise. Quelqu'un d'autre demandait depuis combien de temps j'étais dans l'immobilier commercial. L'ordre social prudent qu'ils avaient maintenu pendant des années se fissurait en temps réel. Henri a finalement réussi à parler, sa voix mince et tendue. Tu possèdes des immeubles ? J'ai pris une autre gorgée de cognac et j'ai soutenu son regard. 43 propriétés à travers 3 régions, ai-je dit. Immeubles de bureaux, complexes d'appartements, espaces commerciaux. Imo Prestige gère environ 200 millions d'euros en immobilier commercial. Le nombre l'a frappé comme un coup physique. Il a effectivement reculé, sa main cherchant le cadre de la porte pour se stabiliser. Isabelle a fait un petit bruit qui aurait pu être un sanglot ou un halètement. Sophie me regardait comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun son n'en sorte. À ce moment, j'ai réalisé qu'elle n'avait vraiment aucune idée de qui elle avait épousé. Elle avait été tellement convaincue par le récit de sa famille à mon sujet qu'elle n'avait jamais pris la peine de demander ce que je faisais réellement dans la vie. Je me suis levé du tabouret de bar et j'ai redressé ma chemise de flanelle, me sentant plus grand que je ne l'avais été depuis des années. Je dois y aller, ai-je dit, ma voix calme et contrôlée. Réunion matinale demain avec la commission d'urbanisme concernant un nouveau développement au centre-ville. J'ai marché devant eux vers la porte de la cuisine, puis je me suis arrêté et je me suis retourné. Au fait, le chèque de loyer est dû le 1er du mois, comme toujours. La confusion sur leur visage était presque comique. Le front d'Henri se plissa alors qu'il essayait de comprendre ce que j'avais dit. Chèque de loyer. J'ai souri pour la première fois ce soir-là, une expression froide qui n'atteignait pas mes yeux. Pour la maison, Henri, votre paiement de bail à Imo Prestige. Cela fait 3 ans maintenant, même si je ne pense pas que nous nous soyons rencontrés en personne lors d'une transaction commerciale. La vérité les a frappés comme un tsunami. Isabelle a effectivement saisi le comptoir pour ne pas tomber. Le visage d'Henri est passé de pâle à complètement gris. Les yeux de Sophie se sont écarquillés d'une horreur que je n'avais jamais vue auparavant. Tu es notre propriétaire, murmura Sophie. Je le suis depuis que vous aviez 6 mois de retard sur vos paiements hypothécaires, ai-je confirmé. La banque était prête à saisir lorsque j'ai acheté la propriété. Vous êtes le bienvenu, au fait. Je suis sorti par la porte d'entrée cette fois-là, les laissant digérer le naufrage de tout ce qu'ils croyaient savoir. L'air nocturne était froid et pur, et je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Derrière moi, je pouvais entendre des voix s'élever, confusion, colère, panique alors qu'ils essayaient de comprendre comment ils s'étaient autant trompés. Les semaines suivantes, les choses sont devenues vraiment intéressantes. Voyez-vous, les Lamotte n'ont pas bien pris cette révélation. Au lieu de peut-être réfléchir à la façon dont ils m'avaient traité ou de tenter une sorte d'excuse, ils ont décidé de passer à l'offensive. Cela a commencé par des appels téléphoniques anonymes à des inspecteurs municipaux signalant de prétendues violations dans mes propriétés, problèmes de code incendie qui n'existaient pas, problèmes de sécurité qui étaient de pure fiction. Puis vinrent les faux avis en ligne provenant de comptes sans historique, prétendant que j'étais un propriétaire véreux qui faisait pression sur les locataires et ignorait les demandes d'entretien. Quelqu'un a appelé ma compagnie d'assurance avec des préoccupations concernant mes pratiques commerciales.
des tuyaux anonymes sont allés au Conseil du logement concernant une discrimination présumée dans mes politiques de location. C'était du travail d'amateur, mais c'était clairement coordonné, et je savais exactement qui était derrière cela. Henri pensait pouvoir me faire pression pour que je recule, peut-être me forcer à lui vendre la maison à un prix inférieur à celui du marché ou quelque chose d'aussi stupide. Il m'avait complètement sous-estimé. Lorsque vous gérez autant de propriétés que moi, la documentation devient votre religion. J'avais des journaux d'entretien, des rapports d'inspection, des factures d'entrepreneurs et des témoignages de locataires remontant à des années. Mais je n'étais pas content de juste me défendre. J'ai engagé un détective privé pour retracer tous les faux avis et plaintes anonymes. Il a fallu environ une semaine pour les relier à une firme de relations publiques de bas étage qu'Henri avait embauchée pour gérer la situation. Ils avaient été négligents, laissant des empreintes numériques partout dans leur tentative de sabotage. C'est là que j'ai décidé de passer au nucléaire. J'ai acheté une pleine page de publicité dans le journal économique régional. Pas de graphiques sophistiqués ni de langage marketing, juste la vérité exposée en noir et blanc avec toutes les preuves à l'appui. Quand la famille devient un fardeau, une étude de cas en sabotage professionnel. Je n'ai pas nommé Henri ou Isabelle directement, mais n'importe qui dans la communauté d'affaires locale pouvait relier les points, les captures d'écran des faux avis avec leurs horodatages, les journaux téléphoniques montrant des appels provenant du même numéro vers plusieurs agences, même des chaînes de courriels que le détective privé avait obtenues, montrant la coordination de leur campagne. Les retombées ont été rapides et brutales. Les propres projets de développement d'Henri ont commencé à faire face à des retards mystérieux. Les permis qui auraient dû être routiniers se sont perdus dans le système. Les inspecteurs municipaux sont soudainement devenus très minutieux lors de l'examen de ces demandes. Les investisseurs ont commencé à se retirer de ces transactions, citant des préoccupations de réputation. Le travail caritatif d'Isabelle s'est tari du jour au lendemain. Les dames de la société qui se disputaient autrefois les invitations à ces dîners avaient soudainement des conflits d'horaires. Leur adhésion au club de golf a été examinée pour la première fois en 20 ans. Sophie m'a appelé tous les jours pendant 2 semaines, laissant des messages vocaux qui commençaient avec colère et sont progressivement devenus désespérés. « Tu détruis ma famille », sanglotait-elle dans un message. « Ce n'est pas qui tu es. Nous pouvons arranger cela si nous parlons simplement. » Mais j'en avais fini de parler. J'en avais fini de prétendre que leur approbation comptait pour moi. J'en avais fini d'être l'homme qui utilisait la porte de derrière pendant qu'ils célébraient à l'avant de la maison. Henri a tenté un dernier coup désespéré environ un mois après le réveillon. Il m'a appelé, sa voix artificiellement joviale, et m'a invité à un dîner de famille pour éclaircir les choses. Juste nous 4, a-t-il promis. Pas d'invités, pas de spectacle. J'ai accepté, principalement parce que j'étais curieux de savoir quel genre de stratagème il avait concocté. Quand je suis arrivé à ma maison ce soir-là, ils avaient dressé la table de la salle à manger pour 4 avec leur plus belle porcelaine et leur cristal. Henri m'a accueilli à la porte d'entrée avec une poignée de main qui semblait répéter. Son sourire s'étirait si largement qu'il avait l'air douloureux. Le dîner lui-même était une formalité. Poulet trop cuit, légumes qui avaient connu des jours meilleurs et conversations si forcées qu'elle en était presque comique. Henri a attendu que les assiettes soient débarrassées avant de faire sa proposition. Nous avons travaillé sur un nouveau concept de développement, a-t-il commencé, sortant un dossier manille rempli de rendus architecturaux et de projections financières. Espace à usage mixte au centre-ville, vente au détail au rez-de-chaussée, appartement de luxe au-dessus. Nous pensons que cela pourrait être un véritable changement de donne pour la ville. Il a glissé le dossier sur la table comme s'il présentait le Saint Graal. Évidemment, nous aurions besoin d'un partenaire avec de l'expérience et du capital, quelqu'un qui comprenne le marché local et ait les bonnes relations. J'ai feuilleté les pages, scannant le plan d'affaires d'amateur et les projections financières risiblement optimistes. Il était clair qu'ils avaient monté cela dans le désespoir, espérant d'une manière ou d'une autre sauver leur réputation en s'attachant à mon succès. Laissez-moi bien comprendre, ai-je dit, fermant le dossier et rencontrant les yeux d'Henri. Vous voulez que je risque la réputation et le capital de mon entreprise sur un projet que vous avez imaginé la semaine dernière après avoir passé des mois à essayer de détruire mon entreprise avec de fausses plaintes et des avis en ligne. Le visage d'Henri a rougi, mais il a essayé de maintenir son calme. C'était un malentendu, bégaya-t-il. La dynamique familiale, vous savez comment c'est. C'est des affaires. C'est notre chance de travailler ensemble, de construire quelque chose en famille.
Je me suis levé, la chaise raclant contre leur parquet. Famille, ai-je répété, laissant le mot planer dans l'air. C'est drôle comme je suis soudainement devenu de la famille lorsque vous avez découvert que je possédais votre maison. Sophie a tendu la main sur la table, ses yeux brillants de larmes. S'il te plaît, nous pouvons recommencer. Papa ne voulait pas que les choses aillent si loin. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu quelqu'un qui avait passé tout notre mariage à laisser sa famille définir qui j'étais sans jamais prendre la peine de le découvrir par elle-même. Non, ai-je dit calmement. Nous ne pouvons pas recommencer parce que ce n'est pas là que cela a commencé. Cela a commencé la première fois que tu m'as fait faire le tour jusqu'à la porte de la cuisine. Cela a commencé chaque fois qu'ils m'ont appelé chanceux pour t'avoir épousé, et que tu n'as rien dit. J'ai laissé le dossier sur leur table et je suis sorti par la porte d'entrée, me sentant comme si je perdais une vieille peau. Derrière moi, je pouvais entendre Sophie pleurer et la voix d'Henri s'élever en colère. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Les papiers de divorce étaient simples. Pas d'actifs partagés puisque tout ce que j'avais construit était antérieur à notre mariage. Pas de pension alimentaire puisque Sophie n'avait jamais contribué à l'entreprise. Rupture nette, signature simple, la fin d'un chapitre que j'aurais dû clore des années plus tôt. Sophie a signé sans rien contester. Je pense qu'à ce moment-là, elle avait compris qu'elle avait été mariée à quelqu'un qu'elle n'avait jamais vraiment connu, quelqu'un qu'elle n'avait jamais pris la peine de comprendre parce que la version de moi que sa famille avait créée était plus facile à accepter. 6 mois plus tard, j'ai résilié leur bail. Rien de vindicatif, juste un préavis standard de 30 jours citant mon intention de rénover la propriété. Ils se sont empressés de trouver autre chose dans leur fourchette de prix, qui s'est avérée considérablement plus petite que ce à quoi ils étaient habitués. J'ai entendu par des connaissances communes qu'Henri avait dû prendre un emploi pour quelqu'un d'autre après la faillite de son entreprise de développement. Isabelle a commencé à faire ses courses dans des épiceries ordinaires au lieu des marchés gastronomiques qu'elle fréquentait depuis des décennies. Ils ont déménagé dans une modeste maison de ville de l'autre côté de la ville, loin du manoir bourgeois dont ils étaient si fiers. Cette maison est vide maintenant pendant que je décide quoi en faire. J'ai pensé à la transformer en appartement de luxe ou peut-être à la vendre à une autre famille qui pourrait apprécier son histoire. Ce que je ne ferai pas, c'est laisser des gens y vivre qui pensent que certains méritent la porte d'entrée et que d'autres appartiennent à la cuisine. Parfois, je passe devant leur nouveau logement, un simple bâtiment de 2 étages dans un lotissement qui les aurait horrifiés il y a 5 ans. Je ne le fais pas pour me vanter. Je le fais pour me rappeler ce qui arrive lorsque les gens prennent la gentillesse pour de la faiblesse, lorsqu'ils supposent que la compétence tranquille signifie que vous ne méritez pas leur respect. Les Lamotte m'ont appris quelque chose de précieux pendant ces années d'humiliation et de condescendance. Ils m'ont appris que certaines personnes ne verront jamais votre valeur, peu importe ce que vous accomplissez ou à quel point vous êtes patient avec leur ignorance. Mais ils m'ont aussi appris que construire quelque chose de réel, quelque chose d'indéniablement réussi, vous donne le pouvoir de vous éloigner des gens qui ne méritent pas une place dans votre vie. J'ai une nouvelle femme dans ma vie maintenant. Quelqu'un qui savait ce que je faisais dans la vie avant de connaître mon nom de famille. Elle ne m'a jamais demandé d'utiliser une porte de derrière. Jamais elle ne s'est excusée pour mes vêtements de travail ou mon utilitaire. Quand je lui ai raconté toute cette histoire, elle a juste secoué la tête et a dit que les Lamotte étaient des idiots de ne pas avoir reconnu ce qu'ils avaient. Monsieur Dubois continue de m'envoyer des affaires, des projets plus importants que jamais. Mon entreprise continue de croître et je n'ai jamais eu à expliquer à qui que ce soit pourquoi je méritais une place à la table. J'ai construit la table moi-même et je choisis qui s'y assoit. La meilleure vengeance, il s'avère, n'est pas de prendre sa revanche sur les gens qui vous ont fait du tort. C'est de construire une vie si réussie et épanouissante que leur opinion devient complètement sans importance. J'ai passé des années à essayer de gagner leur respect quand j'aurais dû construire quelque chose qu'ils ne pourraient jamais m'enlever. Maintenant,